Générale du Canada est en Côte d'Ivoire. Elle est en visite d'amitié et de travail de 3 jours. Julie Payette reçue en audience par le président Alassane Ouattara. Un tête-à-tête élargi aux membres des deux délégations. Les questions de coopération abordées. Le contentieux électoral au cœur d'un séminaire après les élections locales du 13 octobre. Plusieurs candidats ont introduit des requêtes devant la Chambre administrative de la Cour suprême pour mieux trancher. Une rencontre réunit les acteurs de la chaîne de décision ici à Abidjan. Et puis la friperie, un business qui est florissant. Les acteurs inondent le marché avec des tonnes de vêtements de seconde main. Le secteur est encore dans l'informel, mais il représente plusieurs milliards de francs CFA pour les caisses de l'État. Le dossier à suivre dans ce journal. Une visite qui vaut son pesant d'or dans les relations entre la Côte d'Ivoire et le Canada. La très honorable gouverneur général du Canada est à Abidjan. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité ce soir. La très honorable gouverneure générale du Canada est en Côte d'Ivoire. Elle est en visite d'amitié de travail de 3 jours. Julie Payette reçue en audience par le président Alassane Ouattara. Un tête-à-tête élargi aux membres des deux délégations. Les questions de coopération abordées. Le contentieux électoral au cœur d'un séminaire après les élections locales du 13 octobre. Plusieurs candidats ont introduit des requêtes devant la Chambre administrative de la Cour suprême pour mieux trancher. Une rencontre réunit les acteurs de la chaîne de décision ici à Abidjan. La friperie est un business qui est florissant. Les acteurs inondent le marché avec des tonnes de vêtements de seconde main. Le secteur est encore dans l'informel, mais il représente plusieurs milliards de francs CFA pour les caisses de l'État. Le dossier à suivre dans ce journal. Une visite qui vaut son pesant d'or dans les relations entre la Côte d'Ivoire et le Canada. La très honorable gouverneure générale du Canada a entamé ce vendredi une visite d'amitié et de travail à Abidjan. Elle va séjourner sur les bords de la lagune Ébrié pendant 72 heures. Elle a échangé avec le président de la République, Jérôme Kofi Abolin. La très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire, peu de temps après son arrivée à Abidjan ce vendredi pour une visite d'amitié et de travail sur le sol ivoirien. Une étape d'abord marquée par les honneurs militaires rendus à l'illustre hôte après qu'elle a été accueillie par le président de la République, Alassane Ouattara. Honneur des détachements composés de la musique de la garde républicaine, du drapeau et sa garde, de 2 pelotons de l'école de la gendarmerie et de 3 sections de la garde républicaine. Tous ces détachements aux ordres du chef d'escadron Kipré Ghislain. Il s'en est suivi ensuite un entretien entre le président ivoirien et la gouverneure générale du Canada,
On note au cours de cet entretien la présence des membres des deux délégations. À retenir aussi que la gouverneure générale du Canada entame une visite de 72 heures en terre ivoirienne à compter de cette journée du 26 octobre 2018. Visite dans le cadre d'une tournée africaine. C'est en provenance du Burkina Faso que Julie Payette a regagné la Côte d'Ivoire. Viviane Aïmé était à l'aéroport quand atterrissait l'avion qui a conduit la gouverneure du Canada, Julie Payette. Avec elle, revivons l'ambiance à l'accueil de l'hôte de la Côte d'Ivoire, accueilli par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. C'est à 12h15 que l'avion frappé des couleurs du drapeau canadien et portant l'inscription du gouvernement du Canada a atterri sur le tarmac du pavillon présidentiel de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. La gouverneure générale du Canada, son Excellence, la très honorable Julie Payette, effectue une visite officielle de 72 heures en Côte d'Ivoire. Visite qui s'inscrit dans le cadre des bonnes relations existantes depuis de longues années entre le Canada et la Côte d'Ivoire. Son Excellence, la très honorable Julie Payette, a été accueillie à son arrivée en terre ivoirienne par le vice-président Daniel Kablan-Duncan, qui était accompagné de ministres du gouvernement, du gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, et de représentants de la chefferie traditionnelle. De par sa fonction de gouverneur général du Canada, fonction qu'elle occupe depuis le 2 octobre 2017, son Excellence Julie Payette est dans son pays la représentante du chef de l'État, étant bien entendu que c'est la reine Élisabeth II, à la fois reine d'Angleterre et reine du Canada, qui est le chef d'État du Canada. Le Canada étant une monarchie constitutionnelle, parlementaire, fédérale. Son Excellence, la très honorable Julie Payette, est le 29e gouverneur général de son pays. Elle était astronaute de fonction avant d'être nommée à cette haute charge. Le mandat de gouverneur général est de 5 ans renouvelable. Avant elle, l'ex-secrétaire général de l'OIF, Michaël Jean, avait elle aussi occupé cette fonction de 2005 à 2010. Le Canada, 10e puissance économique mondiale et aussi 2e pays le plus vaste du monde après la Russie, avec une superficie de 9 985 km². Sa capitale fédérale est Ottawa. Majoritairement de langue anglaise, il compte une province francophone, le Québec. On n'en doute pas, cette visite officielle de la gouverneure générale Julie Payette vient donner un nouveau souffle à la relation ancienne qui lie le Canada et la Côte d'Ivoire. Comme il est de tradition, lorsqu'un hôte de marque séjourne dans la capitale ivoirienne, le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, a remis à Julie Payette le parchemin des citoyens d'honneur de la ville d'Abidjan. La gouverneure générale du Canada a également reçu les attributs y afférents ainsi que les clés de la ville. La cérémonie officielle a eu lieu cet après-midi à l'hôtel du district au plateau, comme vous pouvez le voir sur ces images. Tout comme avec le Canada, la Côte d'Ivoire renforce sa coopération avec la Chine. En septembre dernier, le président Alassane Ouattara était en Chine. Plusieurs accords ont été signés pour leur mise en application. Le ministre chinois en charge des affaires africaines a été reçu aujourd'hui par le président de la République, Viviane Aïmé. Après la récente visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara, en Chine, du 28 août au 5 septembre dernier, marquée par la conclusion de plusieurs accords de coopération bilatérale ainsi que des accords commerciaux, place à présent à leur mise en œuvre effective. C'est tout le sens de cette visite du ministre assistant des Affaires étrangères chinois chargé des affaires africaines, Chen Jiadong, qui a indiqué être présent dans le cadre du suivi des accords conclus. Lors du voyage du président Ouattara en Chine, des accords de coopération ont été signés. Il y a des accords sur l'initiative La ceinture et la route, les capacités de production industrielle, les routes et d'autres infrastructures. Tous ces accords feront d'intenses efforts de concrétisation dans le futur. La Chine et la Côte d'Ivoire sont tous membres du Conseil de sécurité. Nous voulons renforcer la coopération avec nos collègues ivoiriens sur les opérations de maintien de la paix
santé, le développement durable et dans les autres aspects des travaux des Nations Unies. Sur beaucoup de sujets, nous avons un large consensus. Donc nous allons poursuivre la coopération avec la Côte d'Ivoire. Coopération bilatérale, accords commerciaux, sans oublier le volet politique. Le ministre chinois a clairement manifesté toute la disponibilité du gouvernement chinois à développer sa coopération avec la Côte d'Ivoire. En direction Rabat, c'est au Maroc, la capitale du royaume chérifien accueille la 11e édition de la World Policy Conference. Cette rencontre sur la politique mondiale enregistre la participation de nombreux dirigeants et hommes d'affaires. Une aubaine donc pour tisser ou renforcer de nombreux partenariats. La Côte d'Ivoire y est représentée par le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, a appelé les États africains à plus de solidarité et de responsabilité. Alexis Ouedraogo est notre envoyé spécial à Rabat. D'ici 2050, une personne sur 4 sera africaine. Mieux, la population des jeunes de moins de 15 ans sera d'environ 850 millions, soit la main-d'œuvre la plus importante au monde. Ce vendredi, le sujet était au cœur de la 11e édition de la World Policy Conference, ouverte à Rabat. Donc c'est un défi extrêmement important, ça peut être une opportunité donc, pour nous si nous arrivons à créer les emplois qui sont nécessaires donc, pour ces jeunes. Portant au monde la vision du président Alassane Ouattara, le chef du gouvernement a dit la nécessité aujourd'hui pour les États africains de mettre en place des politiques capables de relever nos défis, de les relever en toute responsabilité. Dans un monde aujourd'hui totalement globalisé, c'est évident que toutes les politiques que nous pouvons mener donc, dans nos pays sont influencées donc, par l'environnement mondial. Nos pays ne sont pas des pays qui sont insensibles à l'évolution d'un taux d'intérêt aux États-Unis. Nos pays ne sont pas insensibles à l'évolution du dollar. Nous sommes des pays exportateurs de matières premières qui sont libellés donc, sur les marchés donc, en dollars, etc. Je pense qu'il est extrêmement important que pour ces conférences et que pour la réflexion sur la gouvernance mondiale, y compris donc, le rôle que nous pouvons jouer donc, aux Nations Unies. Je pense que la voix de l'Afrique donc, est nécessaire et peut apporter donc, des solutions dans l'ensemble des questions donc, de gouvernance donc, mondiale. Dans cet agenda très chargé, plusieurs interviews et audiences avec des investisseurs toujours plus intéressés par la destination Côte d'Ivoire, mais aussi avec des partenaires traditionnels, à l'exemple de Jean-Claude Meyer, vice-président de Rothschild. Toujours à Rabat, au Maroc, le Premier ministre était l'invité à déjeuner de son homologue marocain. Les deux chefs de gouvernement ont fait le point de la coopération entre les deux pays. Amadou Gon Coulibaly et El Othman ont également abordé de nouveaux chantiers. Retour en Côte d'Ivoire, intéressons-nous à ce projet de loi soumis en commission aux députés. Ce texte propose que les architectes de l'espace UMOA puissent circuler et s'installer dans les pays membres. Il a été défendu par le ministre de la Construction du Logement ce vendredi. Selon Bruno Nabanye-Koné, ce texte vise à moderniser davantage la législation ivoirienne dans le secteur de l'architecture. Le reportage de Serge Coléa. Le projet de loi relatif à la profession d'architecte vise à ouvrir les portes de l'espace UEMOA aux architectes ivoiriens. De même, les architectes des autres pays de la sous-région pourront mener des activités en Côte d'Ivoire sous certaines conditions. Le ministre Bruno Nabanye-Koné, exposant les motifs de ce projet aux députés, en a souligné l'intérêt. L'objectif de tout cela, c'est de faire en sorte que nous ayons un dispositif qui soit plus facile à comprendre par les populations, de façon à faciliter la sollicitation de l'architecte par le citoyen. Il est important que nos constructions fassent l'objet de cet accompagnement-là par des professionnels, donc l'architecte en particulier ou des ingénieurs conseils, de façon à protéger nos populations parce qu'il y a un aspect sécurité dans le travail que fait l'architecte. Après environ 2 heures d'échange, les membres de la Commission des affaires sociales et culturelles ont adopté le projet à l'unanimité. À entendre le ministre, nos architectes se sentent très à l'aise dans ce projet de loi
Parce que sûrement qu'ils ont envie d'aller vendre leurs expertises dans les autres pays et ils attendaient véritablement que cette loi arrive. En plus de favoriser la liberté de circulation et d'établissement des architectes dans l'espace UEMOA, ce projet va permettre de déterminer le cadre de la profession d'architecte, les missions, les conditions de recours, les droits, devoirs, obligations, ainsi que les sanctions. Le contentieux électoral, parlons-en, puisque de nombreux dossiers de contestation ont été déposés à l'issue des élections locales du 13 octobre. Pour se donner les outils pour vider de façon juste, un séminaire a été initié avec tous les acteurs devant intervenir dans le processus. Objectif, harmoniser les points de vue sur la question, les explications des Sidonie Davila. À l'issue des élections couplées du 13 octobre dernier, plusieurs requêtes ont été adressées à la CEI pour un meilleur traitement du contentieux. Les différentes structures concernées, le parquet général près la Cour suprême, le secrétariat général de la Cour suprême et la chambre administrative, ainsi que les membres de la CEI, échangent sur le mode opératoire dans la gestion du contentieux issu des résultats des élections couplées. Tous les magistrats qui interviennent dans le contentieux électoral s'accordent sur les lectures du code électoral et l'interprétation. La jurisprudence est très importante. Tous les cas de figure ont été déjà plus ou moins balisés avec la jurisprudence. Il était important que nous puissions les revisiter ensemble, d'autant plus qu'il y a eu des nouveaux magistrats qui sont intervenus, qui n'ont pas participé nécessairement aux élections de 2016. Le dépôt des dossiers litigieux à la CEI a pris fin mercredi dernier. À compter de ce jour, la commission électorale indépendante dispose d'un délai de 15 jours pour apporter ses observations et transmettre ses requêtes à la chambre administrative. Elle entend traiter ces requêtes sans favoritisme. Nous statuons sur la base du dossier. Lorsque les irrégularités alléguées ne sont pas établies, les gens disent qu'ils ont fraudé. Mon adversaire a fraudé. Mais en quoi ça consistait la fraude? Il faut apporter les preuves. Lorsque ces fraudes sont établies, le juge vérifie si ces fraudes ont eu un impact sur les résultats. Si ces irrégularités ne sont pas très importantes ou n'ont pas influé sur le résultat, le juge n'annule pas les élections. Donc les Ivoiriens devraient avoir confiance à leur justice. Nous l'avons prouvé en 2013. Plus d'une centaine de réclamations déposées à la CEI, la chambre administrative de la Cour suprême dispose d'un mois, à savoir jusqu'à la mi-décembre, pour vider le contentieux. Fini les vacances pour la Cour d'appel de commerce d'Abidjan. Les activités reprennent après 2 mois de pause. Cette rentrée est marquée par une audience de rentrée judiciaire. Pour l'année écoulée, la Cour a reçu 109 dossiers ordinaires, 50 requêtes et rendu une cinquantaine d'arrêts. Walter Amadou Ouattara. Après 7 mois d'existence, ponctué de 2 mois de vacances, la Cour d'appel de commerce d'Abidjan vient de tenir son audience solennelle de rentrée judiciaire 2018-2019. Pendant l'exercice précédent, cette Cour a reçu 109 dossiers ordinaires, 50 requêtes et rendu une cinquantaine d'arrêts. Ce travail a pu être possible grâce à l'échevinage. C'est une participation des non-magistrats aux activités de justice dans les juridictions de commerce. L'expérience tentée par la Côte d'Ivoire en créant le tribunal de commerce a été une expérience heureuse. Cette juridiction a fonctionné à la satisfaction de tous et au-delà de nos frontières, les gens s'en sont rendus compte. Et donc ils se sont dit il faut qu'on vienne en Côte d'Ivoire pour découvrir quel est leur secret. L'échevinage dans les juridictions de commerce, le cas de la Côte d'Ivoire. Un thème abordé par Va Casimir, conseiller à la Cour d'appel de commerce d'Abidjan. Les efforts du gouvernement pour une justice performante ont été salués. Dans cet élan, le ministre de la Justice a promis œuvrer pour davantage d'actions. C'est un outil pour conforter l'investissement privé dans nos différents États. Je suis satisfait et je crois que les investisseurs et l'ensemble de la population du reste devraient se sentir rassurés. Fournir en ressources humaines la Cour d'appel de commerce d'Abidjan et également en moyens matériels. C'est ce que nous allons faire.
Mais il n'y a pas que la Cour d'appel de commerce, il y a aussi le tribunal et il y a d'autres juridictions. Vous savez, c'est un vaste chantier que nous avons décidé d'ouvrir. À cette cérémonie, le nouveau bâtonnier de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire a été présenté. Il s'agit de Maître Ndri Nzé. Il a pris fonction le 1er octobre dernier pour un mandat de 3 ans. Le business de la friperie est florissant, un secteur encore dans l'informel. Le marché est inondé de ces vêtements de seconde main, une activité qui a un fort impact social et financier. Elle représente des milliards pour les caisses de l'État. Salima Toudia. Depuis 5 ans, Flore investit dans le commerce de vêtements de seconde main. Elle s'est lancée dans le business de la friperie après avoir fermé sa boutique de prêt-à-porter, faute de clientèle. Aujourd'hui, elle offre une grande sélection de vêtements de friperie. La première commande, c'était plus de 200 balles d'une vingtaine de millions, y compris l'achat, le transport et le dédouanement. Une balle peut nous revenir à 80 000 avec le dédouanement et le transport. Et nous, on peut vendre la balle à 130 000. Et tout, parce que vu le local, les factures à payer et tout. Robes, jupes, pantalons, chemises et accessoires sont vendus au kilo ou à la tonne. Flore assure la distribution aux grossistes et détaillants grâce à l'importation des balles de friperie qu'elle effectue en moyenne 3 fois par an. Je me suis rendue en Espagne pour visiter leurs usines, pour voir la qualité de leurs articles. Et j'ai vu que la qualité était bonne. C'est comme ça que je suis revenue et j'ai lancé la commande. Le conteneur est arrivé. Ça n'a pas été facile au niveau de la douane. Et je ne connaissais pas grand chose. Donc plus les jours avançaient, on me demandait avait tel papier à faire que j'ignorais. C'est ici au port autonome d'Abidjan que ces balles sont dédouanées. Ce commerce encore informel est soumis aux droits et taxes d'importation de marchandises. Les autorités douanières et les commerçants se sont rencontrés. Ils ont arrêté un barème de 500 francs le kilo net. En 2015, nous avons enregistré 12 835 tonnes pour une valeur fiscale de 3 600 millions. En 2016, nous avons enregistré 9 325 tonnes pour une valeur fiscale de 2 600 millions. Et en 2017 jusqu'à aujourd'hui, nous avons enregistré 6 650 tonnes pour 1 733 millions de francs CFA. D'autres postes de contrôle aux frontières terrestres se chargent également du dédouanement des balles. Car certains commerçants s'approvisionnent au Ghana, au Nigeria ou au Togo, des pays réputés dans le commerce de la fripe. C'est le cas de Mike, ce commerçant venu d'Abidjan. Spécialisé dans la vente de chaussures friperie, il est à Lomé depuis quelques jours pour se ravitailler. Les friperies de Lomé puis pour Abidjan, pour Lomé c'est un peu moins cher par rapport à Abidjan. Donc on préfère venir chercher à Lomé. À chaque voyage, Mike peut débourser 3 à 4 millions à Idjanaoué, le plus grand marché de la friperie en Afrique de l'Ouest. On arrive à appeler la banque et puis il paye mes petits frères aussi. Donc, et puis moi aussi, il y a un peu qui reste pour moi. Donc ça veut que je veux dire qu'on gagne un peu. Après achat, il confie sa marchandise à une société de transit qui se chargera de la lui livrer à Abidjan. L'étape du dédouanement se jouera alors entre la société de transit et la douane ivoirienne à la frontière. La friperie, compte tenu de son caractère social, est taxée au kilo. C'est 1 500 francs le kilogramme net. Le scannage nous permet de vérifier effectivement si dans la cargaison, il n'y a que la friperie comme initialement déclaré. Environ 1 778 millions de francs CFA de taxes ont été perçus pour le dédouanement de friperie, rien que pour le poste de Noé sur la période de janvier à juillet 2018, soit 7 mois. C'est 11,53% des recettes perçues à cette période. Pourtant, la direction de son côté dénonce le manque de culture fiscale chez certains commerçants. Ces derniers opteraient pour des voies non légales, notamment par la brousse et sous l'eau. Récemment, on a découvert 311 kg de drogue à l'intérieur de la friperie. On a verbalisé les fraudeurs. Voilà. La friperie, c'est aussi des vêtements de premier choix. Cette boutique à Adjamé est spécialisée dans la vente des vêtements de fin de série des grandes marques. Fortunette est une fidèle cliente.
Voilà, moi, j'aime pas trop porter les habits prêts à porter parce qu'il y a beaucoup de contrefaçons dedans. Mais généralement, les fins de série, une fois que ça vient, il y a des vêtements qui sont en tout cas de bonne qualité, de grande marque surtout, parce que c'est importé et original aussi, et moins cher surtout. Comptable de formation, cela fait 5 ans que Noura est vendeuse dans le magasin. J'ai eu des difficultés à trouver du travail. Et quand je suis venue ici, je n'espérais même pas rester. Mais comme moi-même j'aimais déjà la chose, je suis venue, on m'a donné l'opportunité de travailler. Et c'est comme ça que je suis restée jusqu'à aujourd'hui et je me sens bien. Une aisance dans le métier qu'on retrouve chez Mori, retoucheur de vêtements, communément appelé Toklo-Toklo. Il a pu ouvrir un magasin de friperie grâce à ses économies. Moi, si je n'ai rien gagné par jour, c'était 40 000. Excusez-moi, il ne va pas pour 500, il commence par 1000 francs. La friperie m'importe d'avoir l'argent parce que je retouche et puis le vent. Favorisant les classes moins aisées de la population, le commerce de la friperie est économiquement florissant. Selon le syndicat national des commerçants de friperie de Côte d'Ivoire, ce business rapporterait 20 milliards de francs CFA par an à l'État. Il déplore le manque d'espace alloué à la vente de friperie. Le marché de friperie que vous voyez là, c'est des lots. C'est des propriétés. C'est une propriété qui est là. Ça appartient à des individus, à des gens. Gageons que ces personnes-là viennent récupérer leur lot ou qui vient construire, ils vont où? Nous allons à Koumassi. Ces commerçants-là squattent aujourd'hui l'espace, c'est-à-dire la ruelle. Mais malgré ça, la mairie vient et elle admet ces tickets. Pour l'heure, aucune réglementation n'existe dans le secteur, selon le ministère du Commerce. Créateur d'emplois, le juteux business de la friperie peserait, selon une étude de la société Rexy Textile, environ 8 millions de tonnes de vêtements de seconde main chaque année dans le monde. Le business de la friperie, le dossier de Salimatou Dia, le plus grand centre de conduite de l'électricité de Côte d'Ivoire, sera construit à Yamoussoukro. Avant le démarrage des travaux, une réunion de lancement s'est tenue hier, une rencontre qui a permis de décrire le projet et l'organisation mise en place pour sa gestion. Jean-Luc Bambo. Voici à quoi va ressembler le prochain dispatching de Yamoussoukro. Sa mise en service est prévue en 2020. Il assurera la supervision de l'ensemble du réseau électrique ivoirien qui comprendra à cette échéance une capacité totale de production installée de près de 4000 MW. Ce projet, dont le lancement a réuni tous les partenaires techniques et financiers, est un maillon essentiel de la mise en œuvre du plan directeur défini par le secteur de l'électricité pour la période 2014-2030. Nous étions à un temps moins de coupure autour de 50 heures. Nous sommes descendus depuis l'an dernier autour de 23 heures et nous ambitionnons très vite, descendre très vite autour de 10 heures, sinon moins. Mais pour faire tout ça, en plus des outils de production, en plus des outils de transport, en plus des ouvrages, je veux dire donc cette distribution, il faut un système de conduite centralisée. Coût estimatif de ce projet, 20 milliards de francs CFA. Les travaux de construction sont financés par la Banque européenne d'investissement dans le cadre d'un programme d'appui au secteur de l'énergie en Côte d'Ivoire. Il y a un vrai intérêt de tous les Européens pour travailler avec le secteur de l'énergie en partenariat. Je l'espère, ces relations et ce partenariat donneront lieu à de nouvelles coopérations, de nouveaux financements et à la fin, dans des projets concrets. La réalisation du dispatching de Yamoussoukro permettra de rendre plus performante la gestion du réseau électrique interconnecté de la Côte d'Ivoire, en particulier par l'évolution vers les réseaux électriques intelligents dits Smart Grid. Dans le reste de l'actualité au Mali, l'état d'urgence à nouveau prorogé d'un an. En RDC, l'opposition compte désigner avant le 15 novembre un candidat commun pour la présidentielle. Et puis, le fils de Khashoggi et sa famille quittent Téhéran pour Washington. Le tour de l'actualité en bref, Rodion Télésoro, Salimatou Dia. Le gouvernement malien a décidé la prorogation de l'état d'urgence d'un an à compter de ce 31 octobre 2018. Cette décision adoptée en Conseil des ministres intervient 2 mois après la réélection du président Ibrahim Boubacar Keïta, qui place la sécurisation du Mali en priorité dans son second mandat.
L'état d'urgence au Mali est en vigueur depuis l'attentat djihadiste contre un hôtel de Bamako en novembre 2015, ayant causé la mort de 20 personnes. Un accord a été trouvé hier en Afrique du Sud entre les 7 candidats de l'opposition congolaise à la présidentielle. C'est un front commun qui permet la désignation d'un candidat unique. Son identité devrait être dévoilée le 15 novembre prochain. L'opposition rejette l'idée de boycott des élections présidentielles prévues pour ce 23 décembre. Salah Khashoggi, fils de l'éditorialiste saoudien tué le 2 octobre au consulat saoudien à Istanbul, est arrivé à Washington avec sa famille à bord d'un vol en provenance d'Arabie saoudite. Le prince héritier Mohammed Ben Salman et le roi Salman d'Arabie saoudite ont présenté leurs condoléances à la famille de Jamal Khashoggi mardi au Palais Royal à Riyad. Et avant de refermer ce journal, rappelons que la très honorable gouverneure générale du Canada est en Côte d'Ivoire. Elle est en visite d'amitié de travail de 3 jours. Julie Payette reçue en audience par le président Alassane Ouattara, un tête-à-tête élargi aux membres des 2 délégations, les questions de coopération abordées. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.